Bonjour, bienvenue à cette conférence. Je vais débuter là, par partager mon écran pour que vous puissiez voir là, ma présentation. Je vais présenter comme ça ici. Voilà. Donc, en principe, vous devriez bien voir ma présentation. Donc, aujourd'hui, on va parler, oui, de la tutelle aux majeurs. C'est un sujet là, que j'aime bien personnellement parce qu'il s'agit d'une de mes spécialisations là, à titre de notaire. Je vais commencer par me présenter. Mélanie Bellemare, notaire. Mon bureau est situé à Mirabel. J'ai été assermentée en 2017 et j'ai choisi le notariat parce que je voulais faire une différence, accompagner mes clients à y voir plus clair là, dans tout l'univers juridique là, qui, bon, avouons-le, n'est pas toujours simple. Donc, le but en tant que notaire et conférencière, c'est de communiquer l'information juridique, guider là, mes clients à travers tout ça. Donc, j'ai toujours su que j'allais pratiquer le notariat un peu différemment et à mon image. Puis ma clientèle est vraiment constituée principalement d'aînés, de familles et de parents d'enfants à besoins particuliers. J'accompagne aussi là, des personnes qui vivent avec un handicap et beaucoup de proches aidants. Donc, si vous êtes vous-même proche aidant, probablement que cette conférence-là va évidemment vous intéresser. Ensuite, donc, entrons dans le vif du sujet. La population au Québec, elle est vieillissante, donc c'est sûr qu'on va constater de plus en plus, peu importe l'âge qu'on a, peut-être qu'on va avoir un proche qui va avoir besoin d'accompagnement, peut-être qu'il devient inapte, puis là, à ce moment-là, bien, souvent, on va se demander, bien, qu'est-ce qu'on peut faire, comment ça fonctionne pour l'aider et le protéger, en fait. Donc, si par exemple, vous connaissez quelqu'un qui a reçu un diagnostic de la maladie d'Alzheimer, de plus en plus confus, ou si vous avez un proche pour lequel vous vous inquiétez parce qu'il ne paye plus ses factures, s'occupe plus de ses soins d'hygiène, ou vous avez un proche également là, qui a été victime, par exemple, d'un grave accident, plus en mesure de prendre soin de lui-même et de ses biens. Donc, en fait, souvent, les clients vont venir euh, vont venir me rencontrer parce qu'ils sont inquiets, en fait. Donc, souvent, ils ne savent pas trop par où commencer. Sont inquiets pour un de leurs proches. Donc, nous, c'est là qu'on entre là, finalement en ligne de compte pour venir aider là, la famille. Premièrement, ben, la première question qu'il faut se poser parce que ça va changer le processus là, finalement, à savoir qu'est-ce qu'on fait au niveau juridique pour la personne. Donc, est-ce que d'abord la personne, elle est inapte? Donc, une personne est inapte lorsqu'elle est incapable de s'occuper de ses biens, de soi-même. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui n'est plus capable de gérer son budget, ses finances, a besoin d'aide parce que, par exemple, la personne ne connaît plus le montant qu'elle a dans son compte bancaire ou n'est plus capable de prendre des décisions pour elle-même. Par exemple, si un médecin demande à une personne si on a besoin d'un soin en particulier ou d'une opération, la personne ne serait pas capable, par exemple, de répondre là, à ce moment-là. Donc, c'est un peu la définition là, de l'inaptitude. Ça peut être causé par plusieurs facteurs. Donc, c'est ça euh, qui est particulier là, avec ce concept-là parce que ça peut être causé autant par une maladie. Donc, par exemple, la maladie d'Alzheimer, démence. Je vous dirais que dans mon quotidien, c'est ce que je vais voir le plus souvent, généralement. Ça peut être aussi suite à un affaiblissement qui est dû à l'âge, un gros accident. Par exemple, quelqu'un qui a subi un gros accident de voiture. euh, Puis n'est plus capable de s'occuper de lui-même et de ses biens. Ça peut être aussi suite à un AVC. On comprendra que l'inaptitude, c'est principalement cognitif. C'est-à-dire qu'une personne qui a des limitations physiques ne va pas nécessairement être inapte parce que même si on a des limitations physiques, souvent on va être capable quand même
de s'occuper de soi-même, de prendre les décisions pour soi-même, de gérer ses finances, ses biens. Donc, l'inaptitude peut aussi être de naissance. Par exemple, quelqu'un qui naît avec une déficience intellectuelle euh, va peut-être être inapte de naissance et toute sa vie, possiblement, par exemple. Ce qui est important de comprendre, c'est que la loi prévoit un principe euh, très important, c'est-à-dire que la personne elle est apte jusqu'à preuve du contraire. Donc, vous êtes tous aptes jusqu'à preuve là, du contraire constaté par une évaluation médicale et une évaluation psychosociale. Donc, on ne va pas déclarer quelqu'un inapte comme ça avec un petit document du médecin, par exemple. Donc, ça prend quand même une procédure euh, qui est plus complexe que ça parce que quand on déclare quelqu'un inapte, ben, nécessairement, c'est que ça va venir avec les protections qu'on va mettre en place, qu'on va voir là, par la suite. Ça va venir aussi avec un retrait, par exemple, de certains droits fondamentaux de la personne ou on va peut-être lui retirer certaines responsabilités, certains droits. Donc, il faut quand même s'assurer que la personne, elle est réellement inapte. Donc, c'est pour ça que ça va être constaté là, par une évaluation médicale et une évaluation psychosociale. Donc, ça, on va voir le processus ensemble. Euh, il faut savoir que l'inaptitude, comme je mentionnais, c'est constaté là, par un médecin travailleur social. Mais il y a certains cas où une personne va être apte, mais va avoir besoin d'être aidée. Donc, on peut être apte, avoir ses facultés cognitives, mais on a certaines limitations, par exemple, qui nous permettent pas de faire certaines choses ou pour lesquelles on aurait besoin d'aide. Euh, Puis sachez qu'à ça, il y a des options aussi. On peut considérer la procuration, l'assistant au majeur. Donc, ça, c'est vraiment dans un cas où la personne n'est pas inapte, mais a besoin juste d'aide, par exemple, dans son quotidien ou pour payer ses factures, etc. Donc là, on ne parlera pas d'inaptitude, on va parler plus d'aide, d'accompagnement dans la gestion, surtout des finances, des biens généralement. Procuration assistant au majeur, j'en parlerai pas aujourd'hui parce que ça pourrait faire l'objet d'une toute autre conférence complètement. Mais sachez qu'il y a des options là, qui existent. Maintenant, si la personne est réellement inapte, il faudra alors homologuer son mandat de protection. Le mandat de protection, en fait, c'est un document que vous pouvez compléter alors que vous êtes encore apte. Il peut être notarié ou pas, puis qui va vous permettre de nommer la personne de votre choix pour s'occuper de vous puis de vos finances si jamais vous n'êtes plus capable de le faire vous-même. Euh, Maintenant, ce n'est pas tout le monde nécessairement qui va avoir signé un mandat de protection qu'on appelait avant là, un mandat en cas d'inaptitude. Évidemment que quand on a signé un mandat de protection, la procédure pour vous protéger en cas d'inaptitude va être complètement différente. C'est-à-dire que vu que vous avez déjà nommé la personne de votre choix pour s'occuper de vous, puis de vos affaires, ben, le processus va s'appeler à ce moment-là une homologation. Donc, on va venir quand même prouver que vous êtes inapte. Puis, il va y avoir quand même un processus qui est judiciarisé qui va s'appliquer, mais qui va être beaucoup moins long généralement et qui va impliquer beaucoup moins de personnes, puis qui va donner plus de pouvoir aussi à la personne qui va vous représenter, moins de surveillance généralement, plus de possibilités, par exemple, pour vendre la maison si on a besoin de le faire, gérer les finances, etc. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a un mandat de protection puis qu'on devient inapte, c'est sûr que ça va être plus simple par la suite. Mais si on n'a pas signé de mandat de protection, à ce moment-là, la procédure va s'appeler l'ouverture d'une tutelle au majeur. Donc, c'est le sujet, là, finalement, de la conférence aujourd'hui. Donc, si on récapitule, si on a fait un mandat de protection, donc un mandat qu'on a signé, par exemple, devant le notaire, alors qu'on avait toutes nos capacités, notre aptitude, là, finalement, ben là, à ce moment-là, si on devient inapte, ben, il va falloir faire homologuer le mandat de protection. Il va quand même falloir prouver que la personne elle est inapte au moyen de
d'évaluation médicale et psychosociale. Il va quand même avoir un processus qui est judiciarisé, mais ça va être moins compliqué et moins long généralement. Et plus simple aussi. L'homologation d'un mandat, c'est beaucoup plus simple à faire que l'ouverture d'une tutelle en règle générale. Maintenant, si la personne devient inapte puis elle n'a pas signé de mandat, ben c'est là qu'on est obligé d'ouvrir une tutelle au majeur pour la protéger. L'ouverture d'une tutelle au majeur, c'est un processus qui est judiciarisé, comme l'homologation. C'est-à-dire que certaines étapes vont être nécessaires, puis qu'ultimement, dans le fond, à la fin du processus judiciarisé, ben, ce qu'on veut obtenir, c'est un jugement qui dit que la personne, elle est réellement inapte, qu'on lui a ouvert une tutelle, qu'on lui a nommé un représentant légal, puis que maintenant, ce représentant légal-là peut gérer ses finances, peut prendre les décisions à sa place. Donc, le papier qu'on attend à la fin du processus, c'est le jugement, en fait. Donc, c'est un jugement de la cour, là, du tribunal. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un processus qui est judiciarisé. Comme je disais, le processus est beaucoup plus long que l'homologation d'un mandat de protection, puis le tuteur va avoir des pouvoirs de simple administration. Donc, ça, on va le voir aussi, donc des pouvoirs plus limités. La raison, c'est que quand on ouvre une tutelle au majeur, ben, c'est pas vous qui avez décidé qui va s'occuper de vous-même si jamais vous êtes inapte parce que vous n'avez pas signé de mandat. Donc, c'est sûr que la personne qui va être nommée comme tuteur pour vous, ben, vu que vous ne l'avez pas choisi, vu que vous n'avez pas signé de mandat, ben, c'est sûr qu'on va la surveiller un peu plus parce que on veut s'assurer de votre protection là, à ce moment-là. Ici, vous avez le tableau qui vous a été envoyé là, par courriel avant la rencontre. Vous allez pouvoir vous y référer. C'est un tableau qui a été fait par le curateur public qui vient résumer un peu toutes les possibilités de protection. Évidemment, il y a des éléments, comme je mentionnais, la procuration, la représentation temporaire. Donc, ça, on ne le voit pas là, aujourd'hui. On voit principalement là, la première colonne qui est la tutelle au majeur. Mais ça va vous permettre un peu c'est un petit aide-mémoire, en fait, pour comprendre la différence entre les différentes mesures de protection. Donc, comme je le mentionnais, l'ouverture d'une tutelle au majeur, ça va permettre à la personne désignée de représenter la personne inapte. Donc, il y a deux façons de faire là, pour ouvrir une tutelle au majeur. Donc, on peut procéder là, avec le notaire accrédité. Donc, par exemple, moi, c'est mon cas, je suis notaire accrédité pour faire la procédure qu'on dit devant notaire. Ce que ça veut dire, c'est que en fait, moi, je vais m'occuper de monter tout le dossier pour la cour. Le seul pouvoir que je n'ai pas, ben, c'est de rendre jugement. Donc, moi, je vais faire toutes les étapes qu'on va voir ensemble pour le tribunal. Puis après ça, moi, je dépose le dossier au tribunal. Puis là, j'attends que le greffier spécial, qui est un peu un mini-juge là, au tribunal, rende jugement là, suite à la lecture de mon dossier. Donc, cette procédure-là, quand on choisit un notaire accrédité, la différence, c'est que c'est plus personnalisé. C'est-à-dire que c'est moi qui va faire l'assemblée qu'on va voir, c'est moi qui va aller faire l'interrogatoire qui fait partie des étapes aussi qu'on va voir ensemble. Donc, c'est moi qui, le lien que vous avez avec le tribunal, ben, c'est moi. Donc, vous n'avez pas besoin de vous présenter à la cour. C'est sûr que moi, au niveau des horaires, je suis quand même plus flexible aussi que, par exemple, là, le greffier spécial là, au tribunal. Donc, souvent, ça va aussi souvent un petit peu plus vite parce que moi, je suis capable de faire la procédure là, dans les temps les plus courts possibles, là, évidemment. Sinon, l'autre option, c'est de faire affaire avec, par exemple, un notaire ou un avocat qui n'est pas accrédité, qui va ouvrir le dossier au tribunal, va faire certaines étapes, mais le reste, c'est vraiment le tribunal qui le fait eux-mêmes, finalement. Donc, la procédure est un peu différente. Donc, vous comprendrez que moi, je vais vous parler de la procédure avec un notaire accrédité, donc la procédure qu'on appelle devant notaire, parce que moi, c'est ce que je fais, c'est ce que je priorise, évidemment parce que je trouve que c'est plus efficace, plus rapide également. Euh, le but aussi, c'est que tout soit effectué dans l'harmonie puis de la façon la plus simple possible.
parce que vous allez voir, ouvrir une tutelle au majeur, ça comprend plusieurs étapes. Ça peut avoir l'air gros au départ, mais en tant que notaire, c'est sûr que moi, quand j'accompagne les familles, ben, le but, c'est qu'ils reçoivent toute l'information, qu'ils soient rassurés aussi. Puis, souvent, c'est beaucoup moins pire que ça en a l'air, là, je vous rassure. Ensuite, ça, c'est une question qu'on me pose très souvent. Donc, c'est quoi la différence? Parce qu'on entend tutelle privée, tutelle publique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la différence? Avant, on disait plus curatelle privée ou curatelle publique. C'est un peu la même chose, là, c'est juste que les termes ont changé. La curatelle a été abolie là, avec la nouvelle loi, puis on va voir aussi les changements là, qui ont été apportés avec la nouvelle loi. Mais si on s'en tient d'abord là, à la différence entre tutelle privée et tutelle publique, c'est très simple en fait. C'est que tutelle privée, c'est que votre tuteur, donc la personne qui représente la personne inapte, ben, en fait, ça va être un des membres de la famille ou une personne proche. Donc, on va maintenir là, finalement le lien euh, au niveau social, là, finalement, au niveau de la personne qui est inapte, ben, ça va être des membres de la famille là, qui vont agir à titre de tuteur puis qui vont être membres du conseil de tutelle. Une tutelle publique, à ce moment-là, c'est quand le curateur public va agir à titre de tuteur. Ça, c'est dans un cas où, par exemple, la personne est très isolée, donc où ses proches peuvent pas ou ne veulent pas assumer le rôle de tuteur. Donc là, à ce moment-là, c'est que la procédure va se faire là, par le curateur public. Le curateur public, c'est la branche gouvernementale, en fait, qui va s'occuper de surveiller, gérer tout ce qui est tutelle, par exemple, là, au Québec. Donc, le curateur public, ils ont un rôle de surveillance, d'accompagnement pour les tuteurs et ils vont aussi eux-mêmes agir à titre de tuteur quand la personne, elle est seule, donc quand on ouvre une tutelle publique. Donc, j'espère que c'est un petit peu plus clair. Donc, privé, ça reste dans la famille. Public, c'est quand on n'a pas de famille, là, par exemple, puis que le curateur public, donc c'est des agents qui vont agir là, à titre de tuteur, donc des agents du curateur public, là. Alors, comme je le disais, l'ouverture d'une tutelle, c'est un processus qui est judiciarisé. Donc, il y a certaines étapes qui sont nécessaires. Puis comme je mentionnais tantôt, ben, ultimement, ce qu'on veut, c'est le jugement. Euh, Retenez aussi, parce on va en reparler plus tard, mais il y a un conseil de tutelle qui doit être constitué. Le conseil de tutelle, c'est 3 membres. Puis, on va aussi nommer des remplaçants si on en a la possibilité. Puis, on va également nommer un secrétaire du conseil de tutelle. Donc, en gros, on va nommer le tuteur de la personne pour être son représentant légal. Ce représentant légal-là va être chapeauté par 3 membres du conseil de tutelle, donc généralement 3 autres membres de la famille. Donc, on est déjà minimum à 4 personnes quand on ouvre une tutelle. Donc, le tuteur, puis les 3 membres du conseil de tutelle. Dans les 3 membres, souvent, on va nommer le secrétaire parmi les 3 membres, parce que souvent, c'est plus facile. Puis, on va aussi nommer des remplaçants au conseil de tutelle si on en a là, la possibilité, si on a assez de membres de la famille. Euh, Comme je mentionnais tout à l'heure, ben, c'est sûr que quand on a un mandat de protection, donc quand on a signé un mandat de protection, on n'aura pas de conseil de tutelle. Donc, on a moins de personnes qui vont être impliquées parce qu'une personne qui n'a pas signé de mandat, qu'on doit lui ouvrir une tutelle, ben déjà là, ça nous prend un minimum 4 personnes juste pour ouvrir la tutelle. Donc, 4 personnes qui veulent s'impliquer. Puis les familles étant de plus en plus petites, c'est la réalité là, de nos jours, ben, ça devient là, de plus en plus compliqué de trouver 3 membres dans le conseil de tutelle, puis plus un tuteur. Donc, ça, pensez à ça. Si j'avais une bonne raison là, pour vous convaincre de faire un mandat, ben, c'est entre autres ça. Parce que, comme je mentionnais, là, dans l'application pratique, ça devient là, plus complexe. Ça fait beaucoup de monde d'impliquer aussi dans vos choses, là, finalement. Aussi, la loi prévoit, parce qu'on va avoir une assemblée, donc un conseil de famille à faire dans le cadre des étapes.
Puis à ce conseil de famille-là, moi, la loi m'oblige à convoquer certaines personnes. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont obligés de venir à notre conseil de famille, mais moi, je dois quand même leur envoyer une lettre pour leur dire, bon, mais on fait là, un conseil de famille pour ouvrir une tutelle à telle personne et vous êtes dûment convoqués à cette rencontre, donc vous pouvez assister, oui ou non, là, selon votre gré. Euh, donc ici, au niveau des personnes que je dois convoquer, c'est le conjoint, les enfants, les grands-parents, puis les frères et sœurs aussi. Donc, dites-vous que si vous êtes en conflit avec une des personnes que je vous ai nommées ici, ben, ça veut dire qu'au moment où on ouvre la tutelle, mais elle va quand même devoir être convoquée, cette personne-là. Donc, par exemple, j'ai déjà eu un cas dans mes bureaux. La dame, elle est devenue inapte. Elle a 3 enfants. Parmi les 3 enfants, elle parle à une seule de ses. Dans le fond, elle a une fille et 2 garçons. Puis, elle n'a pas de contact avec ces 2 garçons depuis au moins 10 ans. Puis, le seul contact qu'elle a, c'est avec sa fille. Donc, imaginez-vous le moment où on a dû faire le conseil de famille. Donc, moi, évidemment, j'ai quand même dû convoquer ces 3 enfants. Il y en a un qu'on a eu beaucoup de difficultés à rejoindre parce que bon, sa fille avait aucune nouvelle, ne savait même pas où il habitait. J'ai dû envoyer un huissier pour lui envoyer ma lettre pour l'inviter à la rencontre. Euh, et finalement, il s'est présenté à la rencontre, à la surprise de tous, et il voulait s'impliquer. Alors il n'y avait plus de contact avec sa mère depuis au moins 15 ans, il était en conflit, et là, il voulait soudainement s'impliquer là, dans la tutelle. Donc, imaginez-vous un petit peu là, le choc que ça a créé vis-à-vis de la famille, puis vis-à-vis de la nomination aussi. Là. Donc, ça a créé beaucoup de problèmes. Finalement, il a été nommé dans le conseil de tutelle et il a été retiré un an après par le curateur public parce qu'il ne collaborait pas, parce qu'il causait des problèmes aussi. Donc, voyez un petit peu qu'est-ce que ça peut causer là, comme problématique quand on n'a pas de mandat, parce que justement, là, il y a beaucoup de situations familiales qui sont souvent plus difficiles ou des gens avec qui vous avez même plus de contact qui vont peut-être s'impliquer au moment où vous allez devenir inapte. Donc, c'est peut-être pas ce que vous souhaitez nécessairement. Euh, Ensuite, le curateur public, comme je mentionnais, il y a un rôle d'assistance, d'accompagnement et de surveillance. Donc, au niveau d'une tutelle, on va avoir un tuteur qui va être nommé, 3 membres nommés dans le conseil de tutelle et par-dessus tout ça, on va avoir le curateur public qui va surveiller, assister, accompagner le tuteur puis le conseil de tutelle là, dans leurs tâches, là, finalement. Maintenant, la partie que vous attendez sûrement, donc les étapes. Je vais vous faire un bref résumé des étapes parce que c'est sûr que il y a une partie du travail qui va être fait par moi un peu dans l'ombre. Donc, moi, je vous présente surtout les étapes là, que vous voyez là, directement avec nous. Donc, pour ouvrir une tutelle au majeur avec la procédure devant notaire, d'abord, ben, l'étape 1, souvent, vous allez contacter votre notaire pour, premièrement, déterminer ben, c'est quoi les besoins de protection de la personne qui est inapte. Donc, à ce moment-là, on va voir le notaire. Souvent, comme je disais, moi, les gens vont venir me rencontrer parce qu'ils sont inquiets. Puis qui ont entendu dire qu'il fallait aller voir un notaire, ou souvent c'est par exemple, le CHSLD ou les ressources plus au niveau santé là, qui vont diriger les gens là, vers nous pour faire la suite là, au niveau légal. Euh, Ensuite de ça, quand on rencontre le client, ben d'abord, moi, c'est sûr que je vais poser des questions. Je vais demander, bon, ben pourquoi vous voulez ouvrir une tutelle? Est-ce qu'on a un mandat de protection? Est-ce que la personne avait signé un mandat? Puis ça, dans, dans cette optique-là, bien évidemment que nous, on va faire une recherche de mandat.
C'est-à-dire que si vous avez signé un mandat de protection avec un notaire, mais sachez que c'est enregistré dans le registre de la Chambre des notaires du Québec. Donc, si votre mandataire, donc la personne que vous avez nommée, n'est pas sûre si vous aviez signé un mandat ou ne le trouve pas chez vous, ben, quand on va faire la recherche, on va le voir que vous avez signé un mandat. C'est sûr que si vous le signez de façon sous seing privé, donc pas notarié, c'est sûr que si on ne le trouve pas, ben, il n'est pas enregistré. Donc, ça va être plus difficile pour votre mandataire là, de faire appliquer ce mandat-là. Maintenant, si au terme de la recherche, on a vraiment la confirmation que la personne n'a pas signé de mandat, ben là, à ce moment-là, on va discuter avec le client à savoir, bon, est-ce que on est rendu à l'étape d'ouvrir une tutelle? Est-ce qu'il y a vraiment une inaptitude? Puis là, pour savoir ça, ben, on va faire une demande là, ici, donc l'étape 2, la déclaration. Moi, je fais signer une déclaration assermentée au client pour demander les évaluations médicales et psychosociales. Médicales étant par un médecin. Donc, généralement, si la personne est en hébergement, bien, souvent, l'évaluation médicale va être faite par soit le médecin de l'hébergement ou le médecin de famille, si la personne avait un médecin de famille. En ce qui concerne l'évaluation psychosociale, c'est fait par une travailleuse sociale. Euh, donc, ça, c'est la partie qui est un petit peu plus longue généralement, donc d'où mon étape 3 qui s'appelle attendre. Euh, Parce que l'évaluation psychosociale, elle est très volumineuse, très détaillée. Le but, en fait, c'est que au niveau médical, ben, on va indiquer le diagnostic de la personne, puis tout l'aspect là, vraiment médical de sa situation qui vient confirmer, par exemple, là, que la personne, elle est inapte. Donc, ça, c'est le volet médical. Donc, l'évaluation médicale est quand même assez courte. Si le médecin connaît bien son patient, généralement, ça se fait quand même assez rapidement. L'évaluation psychosociale, c'est, comme je disais, un ou une travailleur social qui doit finalement déterminer vraiment toutes les capacités et les incapacités de la personne, son réseau social. Est-ce qu'elle est victime d'abus? Donc, il y a vraiment toute une analyse qui est faite par le travailleur social. Et l'évaluation, nécessairement, elle est beaucoup plus volumineuse. Donc, en tant que tel, le rapport d'évaluation psychosociale fait à peu près 26 pages, là, si je ne me trompe pas. Euh, D'où l'étape 3, c'est-à-dire que si on décide d'aller vers la sphère publique, ben, c'est sûr qu'il faut s'attendre quand même à certains délais pour obtenir ces évaluations. Puis quand je dis certains délais, on parle plusieurs mois, voire années, là, dans certains districts, là. Évidemment que ça va dépendre du lieu du domicile de la personne, donc des ressources qu'elle a autour d'elle, etc. Donc, au public, c'est sûr qu'il faut s'attendre là, à des délais quand même importants parce que, comme je mentionnais, l'évaluation, elle est quand même longue à faire là, pour les travailleurs sociaux qui sont déjà très débordés là, dans la sphère publique. Maintenant, il y a aussi l'option de demander l'évaluation psychosociale au privé. Évidemment, ça vient avec des coûts là, qui sont associés, mais on raccourcit les délais de beaucoup. Là. Généralement, en quelques semaines, on a l'évaluation psychosociale. Donc, j'ai des clients qui vont vouloir se tourner vers cette option-là quand la mise en place de la tutelle, elle est plus urgente, là, par exemple. Euh, Maintenant, l'étape 4. Donc moi, quand je reçois les deux évaluations, donc quand on a terminé d'attendre, étape 4, moi, je peux commencer mes procédures à ce moment-là. C'est-à-dire que là, je vais revoir le tuteur potentiel, là, donc la personne qui est venue me voir à l'étape 1. Puis là, on va signer un document à l'effet que cette personne me mandate officiellement pour entamer l'ouverture de la tutelle au majeur. Puis là, par la suite, quand ce document-là est signé, c'est un document notarié qu'on fait ensemble, moi, je vais aller ouvrir un dossier au palais de justice du secteur là, de résidence de la personne inapte. Quand mon dossier est ouvert,
je vais par la suite faire un envoi là, à tous les membres de la famille pour les inviter à notre assemblée et pour les aviser qu'on est en train de débuter les démarches là, pour ouvrir une tutelle. Et à l'étape 5, euh, j'ai le plaisir, moi, de rencontrer votre proche. Donc, moi, je dois toujours rencontrer la personne pour laquelle on va ouvrir une tutelle. Parce que, évidemment, moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas travailleur social, je suis notaire. Donc, mon but, ce n'est pas de confirmer le diagnostic, ce n'est pas de faire une évaluation en tant que telle. L'objectif, c'est que moi, ça me permet de recueillir l'opinion de la personne si elle est capable de me la donner sur la procédure qu'on fait. Puis aussi de faire le lien entre ce que je vois puis ce que j'ai lu dans les évaluations. Parce que c'est sûr que si moi j'arrive, je rencontre la personne et finalement elle me semble tout à fait apte, puis qu'elle me dit qu'elle n'est pas d'accord du tout avec la procédure, bien là, peut-être que moi, ça va changer un petit peu là, mes prochaines étapes, là. Donc, ça me permet de m'assurer là, que la personne, elle est d'accord si elle est capable de me le dire, puis de confirmer un petit peu là, ce que j'ai lu. Donc, euh, souvent, je vais me déplacer, par exemple, là, en CHSLD pour aller rencontrer la personne. Donc, moi, je vais dans son milieu de vie, règle générale, parce que c'est plus facile là, pour tout le monde. Donc, moi, je me déplace. Donc, je suis une habituée là, des résidences, des CHSLD. Puis moi, j'ai le plaisir de rencontrer là, finalement la personne. C'est une étape que j'aime particulièrement, parce que souvent, ça va donner lieu quand même à des beaux moments. Des fois, c'est plus un défi, mais généralement, c'est quand même, c'est une belle expérience, c'est des beaux moments. Généralement, les gens sont contents de me voir, donc c'est toujours agréable. Euh, Ensuite, à l'étape 6, on va faire l'assemblée. C'est le conseil de famille que je vous parlais tout à l'heure. L'assemblée, donc là, on va avoir convoqué les personnes pour lesquelles j'ai l'obligation là, de convoquer. Puis on va souvent convoquer aussi d'autres personnes de l'entourage qui ont le bien-être de la personne inapte à cœur, qui veulent peut-être s'impliquer. Euh, Puis cette rencontre-là, généralement, je vais la faire soit en personne à mes bureaux ou généralement, on va la faire plus en vidéoconférence. C'est sûr que depuis quelques années, les participants sont de plus en plus habitués à la vidéoconférence. Ça évite le déplacement de tout le monde. Donc, c'est souvent ce qu'on va prioriser parce que c'est plus facile à ce moment-là. Puis, cette assemblée-là, ça me permet d'expliquer finalement aux personnes qui veulent être membres du conseil de tutelle ou carrément tuteurs, leur expliquer c'est quoi leur tâche, qu'est-ce qui s'en vient, pourquoi on met en place une tutelle. Euh, Ça me permet de recueillir aussi leur opinion sur la démarche en cours, de répondre à leurs questions, etc. Donc, c'est un peu ça le but là, de l'Assemblée. Puis, à l'étape 7, à la fin, bien là, moi, je vais faire un résumé de toutes les étapes, finalement. Puis, je vais donner mon opinion sur la démarche, c'est-à-dire qu'est-ce que je recommande telle personne comme tuteur, est-ce que je recommande l'ouverture de la tutelle? Puis, par la suite, moi, je vais déposer tout ça au palais de justice. Puis là, par la suite, comme je mentionnais, moi, dans le fond, j'ai fait toutes mes étapes. La seule chose que je ne peux pas faire, c'est de rendre jugement. Donc, la dernière étape, ben, c'est la réception là, du jugement, puis explication là, finalement au tuteur. Donc, question que je reçois souvent, combien de temps ça prend à faire tout ça? Puis combien ça coûte? Donc, euh, en fait, d'abord, là, pour répondre à la question combien de temps ça prend, à partir du moment où je reçois les évaluations médicales et psychosociales, donc je vous rappelle, moi, tant que je n'ai pas ça, ben, je ne peux pas commencer mes procédures. Donc, à partir du moment où je reçois les deux évaluations, généralement, selon les disponibilités de tous pour l'Assemblée, etc., toutes mes démarches vont peut-être prendre 2 mois et demi, à peu près 3 mois dans le pire. Euh, Puis par la suite, ben, comme je disais, ici, cette étape-là, je n'ai pas le contrôle, donc l'étape du jugement. Donc moi,
par exemple, 3 mois environ, faire toutes mes étapes. Puis après ça, quand c'est déposé au palais de justice, ben là, c'est un autre à peu près 3 mois pour avoir le jugement. Donc, disons à peu près en tout, là, 6 mois, plus ou moins, à partir du début là, jusqu'à la réception du jugement. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas nécessairement trop attendre avant d'entamer les démarches. Évidemment, on ne va pas entamer les démarches alors que la personne est encore apte. Mais des fois, j'ai des gens qui vont m'appeler, par exemple, il y a une urgence, puis là, il faut vendre la maison, mais on n'a aucune démarche qui a été faite. On n'a pas de tutelle qui est ouverte, puis là, ils veulent que ça se fasse là, pour la semaine d'après. Donc, évidemment, ça, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça que je mentionnais là, de ne pas attendre trop avant nécessairement là, d'entamer la procédure. Donc, quand on a le jugement, ben, c'est le jugement qui va permettre au tuteur de s'occuper des finances de la personne, de prendre les décisions pour elle, donc de gérer là, toutes ces affaires. Parce que tant qu'on n'a pas la tutelle ou que le mandat n'est pas homologué, quand une personne a un mandat, bien souvent, là, à un certain moment, là, ça risque de bloquer, là. Ça risque de geler au niveau des comptes bancaires. Si la personne a une maison, ben là, c'est sûr il n'y a pas possibilité de la vendre, de passer chez le notaire, etc. Donc, le jugement là, va permettre d'avoir certains pouvoirs. Comme je mentionnais tout à l'heure, ben, c'est sûr que quand on a une tutelle qui est ouverte, les pouvoirs du tuteur sont plus limités, d'où la constitution de notre conseil de tutelle. C'est-à-dire que le conseil de tutelle va avoir certaines décisions à prendre. Puis même des fois, pour vendre une maison, par exemple, ben, ça va prendre un jugement de la cour, un autre jugement pour autoriser la vente, puis le OK aussi du conseil de tutelle. Chose qu'on n'aurait pas besoin si on avait un mandat de protection, par exemple. Donc, comme je disais, les rôles du conseil de tutelle, d'abord, comme mentionné, le conseil de tutelle, son rôle, c'est de surveiller, d'assister le tuteur là, dans l'accomplissement de ses fonctions et obligations. Il va avoir certains avis et autorisations à donner. Donc, comme par exemple, si on veut vendre une maison, ça va prendre l'avis du conseil de tutelle. Et il doit se réunir au moins une fois par année. Puis le secrétaire, son rôle, lui, ça va être de rédiger les procès-verbaux de la réunion annuelle, par exemple, de s'assurer de garder toute la documentation là, en lien avec la tutelle en tant que telle. Le curateur public, lui, son rôle, c'est d'assister, informer. Il va aussi intervenir quand c'est requis parce que un des rôles du tuteur, ça va être de faire une reddition de compte annuelle, donc un rapport annuel. Encore une fois, chose qu'on n'aurait pas sous cette forme-là si on avait un mandat de protection. Donc, ici, là, je suis vraiment juste dans la partie de tutelle. Donc, quand on est tuteur d'une personne, on va devoir faire une reddition de compte à chaque année au curateur public puis au conseil de tutelle. La reddition de compte, c'est d'expliquer qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent de la personne dans l'année. Donc, si par exemple, il y avait 200 000 dans le compte au début de l'année, puis là, vous allez venir expliquer les dépenses là, annuelles. Donc, par exemple, annuellement, ça coûte tant en logis, ça coûte tant en nourriture, etc. Pour que le curateur public et le conseil de tutelle puissent s'assurer que la gestion de l'argent elle est bien faite par le tuteur. Parce que je vous rappelle, le tuteur, vous ne l'avez pas choisi. Donc, il faut le surveiller. Donc, c'est à ça que va servir le conseil de tutelle et le curateur public. Donc, c'est pour ça qu'ils ont un rôle de surveillance puis un rôle d'intervention. C'est sûr que s'ils voient qu'en début d'année, la personne avait 200 000 puis qu'il en reste 50 000 à la fin de l'année, bien, probablement que le curateur puis le conseil de tutelle vont poser des questions. Donc, le but, c'est de protéger le patrimoine de la personne. Donc, ça va prendre des bonnes justifications là, par le tuteur là, pour finalement là, éviter là, que le curateur public intervienne parce que le curateur, il pourrait par la suite, euh, en fait, là, obliger le tuteur à démissionner, là, donc de le retirer là, finalement de la tutelle. Donc, ils ont un pouvoir pardon, d'intervention puis d'enquête là, au niveau des tutelles. Au niveau de la surveillance, j'en ai parlé. Ils vont aussi tenir un registre des tutelles aux majeurs, puis ils vont traiter là, les signalements. Donc, si par exemple, vous êtes inquiet
vous connaissez quelqu'un qui agit comme tuteur, puis vous soupçonnez là, fortement que la personne gère mal les finances ou même un mandataire. Là. Donc, quand on a un mandat qui est homologué, puis vous soupçonnez que la personne gère mal les finances de la personne inapte, ben, vous pouvez faire un signalement aux curateurs publics qui, eux, ensuite vont enquêter puis s'assurer là, que la personne n'est pas victime d'abus financiers ou autres. Donc, en résumé, comme je mentionnais, donc, quand une personne a un mandat, pardon, de protection, il faut homologuer son mandat. Le mandataire il va avoir tous les pouvoirs quand la personne a un mandat de protection homologué. Ce que ça veut dire, c'est que votre mandataire va pouvoir gérer toutes vos finances, va pouvoir vendre votre maison si on doit vendre la maison. Il va pouvoir là, gérer l'entièreté là, donc des biens gérer si vous avez encore une entreprise qui est en fonction, ben, il pourrait prendre toutes les décisions au niveau de l'entreprise, la fermer, etc. Donc, on lui donne vraiment tous les pouvoirs dans le mandat parce que la personne, vous l'avez choisie, vous lui faites confiance. Donc, on peut se permettre de donner un petit peu plus de pouvoir à ce moment-là. On peut aussi indiquer les protections là, pour le conjoint. Donc, ça, je n'élaborerai pas, mais dans le mandat, quand vous rencontrez votre notaire là, pour le mandat de protection, puis que vous avez un conjoint ou une conjointe, ben, à ce moment-là, on peut s'assurer de protéger financièrement là, cette personne-là. Si jamais il vous arrivait là, une inaptitude. On va aussi prévoir le remplacement dans le mandat de protection. Donc, c'est pour ça que le notaire va demander, bon, ben, si jamais le premier mandataire, il ne peut pas s'occuper de vous, qui est-ce qu'on nomme? Puis là, bon, on peut nommer les remplaçants parce que ben, ça permet au moins d'avoir des personnes de confiance. Parce que si on nomme pas de remplaçant, ben là, on va être obligé d'ouvrir une tutelle à ce moment-là. Si jamais votre premier mandataire ne peut pas agir ou doit démissionner. La surveillance, donc au lieu d'être surveillé par le conseil de tutelle, parce qu'il n'y en a pas quand on a un mandat de protection homologué, puis au lieu d'être surveillé par le curateur public, vous pouvez choisir votre vérificateur. Donc, dans votre mandat, vous allez pouvoir dire, bon, mais moi, je veux que mon mandataire fasse sa reddition de compte annuelle à ma fille, par exemple. Donc là, le mandataire, une fois par année, il va rencontrer votre fille pour expliquer ce qui a été fait avec l'argent. Donc, ça peut rester dans la famille, en fait. Puis, la mise à jour, le mandat, ben, c'est sûr que la mise à jour est nécessaire en cas de changement important dans votre vie. Donc, évidemment que si vous avez rédigé un mandat en cas d'inaptitude il y a 20 ans, puis que vos enfants étaient mineurs ou que vous aviez nommé votre ex-conjointe dans le mandat, ben, ça serait peut-être important de le revoir, le mandat de protection, pour être sûr qu'au moment de l'homologation, ben, ce ne soit pas la personne que vous aviez nommée il y a 20 ans là, qui agisse. Peut-être que votre mandat, la personne que vous avez nommée il y a 20 ans, ça vous convient toujours. Ça, c'est correct. Mais juste s'assurer de le mettre à jour là, si jamais la personne que vous aviez choisie, ça ne vous convient plus, là, en fait. Euh, Alors que si une personne n'avait pas de mandat de protection, ben, on va ouvrir une tutelle, comme on l'a vu, la procédure elle est plus longue et la surveillance elle est plus élaborée, en fait. Donc, surveillance par le curateur public et le conseil de tutelle. On a aussi des pouvoirs de simple administration. Ça veut dire que le tuteur ne peut pas vendre la maison sans avoir un jugement de la cour, sans avoir le OK du conseil de tutelle. Il faut aussi faire une assemblée, on va avoir une implication plus grande de la famille, une convocation de la famille. Donc, c'est un petit peu plus, c'est plus étoffé, là, finalement, plus complexe aussi. Euh, Maintenant, pour ceux qui ne savent pas, il y a une nouvelle loi qui est entrée en vigueur il y a, je pense que ça fait déjà 2 ans, qui s'appelle la loi qui vise à mieux protéger les personnes en situation de vulnérabilité. Donc, on a mis un peu à jour la loi pour mettre vraiment la vie du majeur, donc la vie de la personne inapte au centre de tout, là, lorsqu'elle est capable, évidemment, de donner son avis. Puis on focus beaucoup plus sur les capacités de la personne plutôt que ses incapacités. Donc, je vais vous présenter certains changements là, qui ont été apportés par la nouvelle loi. Donc, la tutelle va être adapté vraiment à chaque personne parce qu'il faut comprendre que
certaines personnes vont naître inaptes, puis il y en a d'autres qui vont le devenir au courant de leur vie. Il y a aussi certaines personnes qu'on va voir une amélioration dans leur situation, puis alors que pour d'autres personnes, on ne verra pas d'amélioration là, dans le futur. Donc, il faut euh, mettre en place une tutelle, finalement, qui respecte l'autonomie de la personne, qui va suivre la personne aussi au courant de sa vie. Puis on ne veut pas y enlever des droits pour rien. Donc, si une personne est encore capable de gérer un petit montant par mois pour ses petites dépenses personnelles, mais que le reste est tout géré par son tuteur, ben, on veut que ça soit précisé, ça. Donc, les volontés, les préférences de la personne vont être prises en considération, puis on veut personnaliser là, la tutelle. Donc, c'est ça que ça a apporté la nouvelle loi, parce qu'avant, ce n'était pas modulé. C'était vraiment un peu, là, on pouvait le moduler, mais ça ne se faisait pas beaucoup. Alors que là, c'est rendu la norme de moduler. On doit moduler lorsque c'est possible. Quand je dis moduler, ben, c'est de ne pas enlever des droits à la personne là, pour rien, finalement. Donc, la personnaliser, là, en d'autres mots. On a aussi maintenant la possibilité de nommer deux tuteurs, mais ça, c'est juste quand on nomme les parents. Donc, c'est plus dans des cas où, par exemple, on a deux parents qui veulent être nommés tuteurs au majeur pour leur enfant qui atteint l'âge de 18 ans, puis qui est né inapte, par exemple. Donc, ça serait plus dans ces cas-là. Et belle nouveauté, on peut maintenant nommer un tuteur remplaçant. Donc, admettons qu'on doit ouvrir une tutelle à quelqu'un. Ben, on peut prévoir on va nommer son tuteur, évidemment, on va nommer les membres du conseil de tutelle, mais on peut aussi nommer un remplaçant au tuteur. Donc, admettons que le tuteur décède ou devient lui-même malade, ben, à ce moment-là, on va déjà avoir un tuteur remplaçant qui est nommé. Alors qu'avant, il fallait quasiment refaire toute la procédure pour remplacer le tuteur. C'était beaucoup plus complexe, beaucoup plus lourd, beaucoup plus long aussi. Donc maintenant, on a la possibilité de nommer là, quelqu'un en remplacement. Ensuite, comme je disais au début de la conférence, la curatelle, ça n'existe plus. Donc, sont tous devenus des tuteurs au sens de la loi. Donc, ils ont aboli carrément le régime de curatelle. Maintenant, on fait juste ouvrir des tutelles. Le régime de conseiller au majeur, j'en parlerai pas parce que ça, c'était pas vraiment utilisé. Euh, donc maintenant, tous les curateurs sont devenus des tuteurs automatiquement suite à la nouvelle loi avec des pouvoirs de simple administration. Donc, ça veut dire qu'avant, quand on ouvrait une curatelle, on avait le droit de vendre un immeuble. Depuis la nouvelle loi, ben, on ne peut plus, là, ça va prendre l'approbation du tribunal puis du conseil de tutelle. Donc, ça, c'est le plus gros changement qui a été apporté parce qu'avant, il y avait trois régimes de protection. Maintenant, on a simplifié ça pour en garder juste un, qui est la tutelle, mais qu'on va moduler selon les capacités là, de la personne. Donc, ils ont voulu un peu simplifier les mesures de protection. Euh, Au niveau de la modulation à proprement parler, donc comme je disais tantôt, avant, c'était plus l'exception plus que la règle, en fait, là. Donc maintenant, on doit moduler. Quand on parle de moduler, ça veut dire qu'on va regarder, bon, est-ce on retire le droit de vote à la personne ou on lui laisse son droit de vote? Est-ce que la personne a besoin d'un gardien? Donc, est-ce qu'elle a besoin qu'on choisisse à sa place son milieu de vie, ses fréquentations? Est-ce que la personne a le droit de faire des achats pour ses besoins usuels? Donc, comme je mentionnais, ça peut être une allocation qu'on donne. Donc, exemple, la personne, elle est inapte, on lui ouvre une tutelle, mais elle est quand même capable d'aller faire des petits achats pour ses hobbies donc, à ce moment-là, ben, on va dire au tuteur, le tuteur va prendre le contrôle des finances, mais va devoir lui remettre une allocation, là, par exemple, à chaque mois pour que la personne puisse continuer à faire des achats là, elle-même. Est-ce qu'on retire ou on conserve le droit de signer un bail de logement? Donc, est-ce que la personne conserve le droit de faire des actes relativement à son emploi, son art ou sa profession et la gestion du produit de son travail? Donc, est-ce que la personne elle est capable de négocier son contrat de travail? Est-ce que la personne elle est capable de gérer le salaire qu'elle reçoit? Donc, le but, c'est vraiment de personnaliser le plus possible
la tutelle pour ne pas enlever tous les droits à quelqu'un alors qu'il serait capable encore d'en exercer certains. Aussi, une autre nouveauté, le conseil de tutelle doit intervenir pour favoriser le règlement. Donc, ça, c'est si on a deux tuteurs. Donc, si on a deux tuteurs, ça veut dire que c'est les parents nécessairement. Donc, si, exemple, les parents sont nommés tuteurs ensemble, mais qu'il y a un conflit entre les deux sur une décision à prendre, bien, le conseil de tutelle maintenant doit intervenir pour essayer de trouver une entente, donc favoriser le règlement. Puis sinon, ben, ce serait le tribunal là, qui interviendrait. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure, mais en fait, comme on l'a vu, là, on peut maintenant nommer un tuteur remplaçant. Donc, ça va être proposé dans l'évaluation psychosociale, confirmé par le tribunal. Donc, le gros avantage de ça, c'est que si jamais le tuteur ne peut plus agir, ben, on va déjà avoir quelqu'un de nommé. Puis, cette personne-là va euh, déposer son acceptation de charge là, au tribunal. Puis, le greffier du tribunal va juste émettre un constat qui dit, bon, ben, la personne a accepté sa charge de tuteur remplaçant. Elle est maintenant en place parce que le premier tuteur a démissionné ou est décédé ou ne peut plus agir. Donc, la procédure, elle est simplifiée. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, nommer un tuteur remplaçant, c'est vraiment pratique là, depuis la nouvelle loi. Et je vais terminer avec la partie qu'est-ce qu'on fait en attendant qu'on mette en place là, la tutelle. Donc, ça, c'est une question que je reçois très souvent. Euh, on peut souvent administrer les biens là, en attendant par une tierce personne. Donc, c'est de prendre des ententes un petit peu partout. Donc, si par exemple, là, votre proche devient inapte, ben souvent, là, vous allez essayer de prendre une entente avec la caisse, par exemple, pour au moins que les comptes principaux se payent. Vous allez essayer de gérer les biens là, avec l'accord là, de la personne qui est en voie d'inaptitude ou inapte. Mais ça, c'est sûr, sur le long terme, là, c'est dur à maintenir, là. Donc, administrer les biens d'une tierce personne sans jugement d'un tribunal ou homologation, c'est sûr qu'à un certain moment, ça bloque, là. Mais ça peut permettre là, de pallier en attendant. Les personnes qui sont mariées, il y a un article dans le Code civil qui leur permet de se donner un mandat entre eux, là, finalement. Donc, la loi prévoit que pour les besoins essentiels et tout, ben, ils ont le mandat de se représenter. Donc, ça peut aider, mais sans nécessairement pouvoir tout couvrir, là. Il y a aussi la représentation temporaire qui est nouveau. Donc, si par exemple, on ne veut pas ouvrir une tutelle ou homologuer un mandat, mais qu'on a besoin de vendre une maison, bien à ce moment-là, on peut faire une procédure pour avoir une représentation temporaire, donc juste pour cet acte-là. Donc, il n'y a pas de tutelle qui est mise en place. Donc, on nomme un représentant juste pour vendre la maison, par exemple. Ça, c'est nouveau. J'en ai pas fait encore parce que souvent, tant qu'à faire une représentation temporaire, mais souvent, on va juste mettre en place la tutelle carrément. Mais c'est une possibilité. Il y a aussi la mesure d'assistance que vous avez peut-être entendu parler un petit peu. C'est principalement pour les proches aidants. C'est pas une tutelle, c'est pas une homologation de mandat. C'est vraiment plus pour une personne qui a besoin d'accompagnement, qui a besoin d'aide, mais qui n'est pas inapte. Donc, ça répond à un autre besoin que la tutelle ou l'homologation de mandat. Encore une fois, ça, je ne vais pas élaborer parce que ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence aussi. Mais c'est une nouveauté. Puis on peut aussi agir par procuration, mais ça, faut faire attention. Donc, la procuration, en principe, quand une personne devient inapte, on ne peut plus utiliser la procuration, à part si on est en train d'homologuer le mandat ou d'ouvrir une tutelle. Donc, il y a une petite nuance là, à apporter avec ça. Donc, ça compléterait. Je pense que je suis dans les temps. Euh, donc, vous avez mes coordonnées aussi. Donc, j'espère que vous avez apprécié la conférence. Il y avait beaucoup, beaucoup d'informations, je le sais.
Mais j'espère que ça vous a éclairé un petit peu plus. Donc voilà. Je ne sais pas si là, c'est moi qui est haute. Je vais juste voir si je peux réactiver. On va aussi prendre les questions par la suite. Je vois qu'il y a déjà plusieurs questions. Je vais juste vérifier pour redonner le host. Pour vous donner la parole aussi, ça irait mieux. Je vois Louise, nommée animateur.